La Cour internationale de justice a ordonné ce vendredi à Israël d'empêcher tout acte de génocide et d'autoriser l'accès humanitaire dans la bande de Gaza. L'ONU lance un appel pour fournir une aide humanitaire d'urgence en Ukraine, un appel formulé par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi. À l'occasion de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste, une survivante espère voir un jour un Proche-Orient pacifié et unifié. Novak Djokovic éliminé. L'Italien Yannick Sinner crée la surprise en demi-finale de l'Open d'Australie. Le verdict était très attendu après la plainte déposée par l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël. Ce vendredi, la Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations Unies, a déclaré que l'État hébreu doit prévenir et punir l'incitation au génocide à Gaza et y permettre l'accès de l'aide humanitaire. Cependant, cette juridiction, basée à La Haye, n'a pas ordonné un cessez-le-feu. À l'issue de l'audience, la présidente de la Cour internationale de justice a estimé qu'au moins certains actes semblent susceptibles de tomber sous le coup de la Convention sur le génocide. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 26 000 Palestiniens sont morts depuis le début de ce conflit. Au moins 20 personnes auraient perdu la vie jeudi à Gaza alors qu'elles patientaient pour obtenir de l'aide humanitaire. Selon des témoins sur place, l'armée israélienne aurait ouvert le feu, touchant mortellement au moins 20 Palestiniens et en blessant plusieurs dizaines. Au même moment, des milliers de personnes ont fui vers l'ouest de la ville de Khan Younes. L'armée israélienne leur a ordonné d'évacuer la zone tandis que les combats s'intensifient. L'armée israélienne dit avoir mis la main sur d'importants éléments de renseignement appartenant au Hamas. Elle a publié jeudi ces images d'échanges de tirs à l'intérieur de la ville. Un responsable du Hamas a annoncé qu'il respecterait un possible cessez-le-feu si la Cour internationale de justice le demande. Cette même haute juridiction de l'ONU devrait rendre dès ce vendredi une première ordonnance dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. À ce stade, seules des mesures conservatoires pourraient être ordonnées, notamment un cessez-le-feu. À Tel Aviv, les rassemblements en soutien aux otages israéliens se poursuivent. Parmi les 250 personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier, 130 seraient toujours captives. Un nombre inconnu d'entre elles aurait depuis perdu la vie. L'ONU lance un appel pour fournir une aide humanitaire d'urgence en Ukraine, un appel formulé par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi au terme d'une visite d'une semaine dans le pays qu'il a menée dans plusieurs régions touchées par la guerre. Ici, les attaques de drones ont eu lieu 2 semaines plus tôt, détruisant notamment la maison de ce couple qui se trouvait alors à l'intérieur. Да, окна. У нас ни окон, ни дверей не было, ничего. Одежда у нас, кровать засыпана была. UNHCR was able to immediately help the family by assisting them in putting glasses in windows, for example. It's very, very cold here in Ukraine in winter, but also helping them with fixing the ceilings and cleaning up the rubble, all the things that people have to do immediately in order to be able to continue to live. Les Nations Unies et leurs partenaires ont demandé à la communauté internationale près de 3,8 milliards d'euros pour couvrir les coûts des opérations réalisées cette année en Ukraine depuis le début de l'offensive militaire russe sur ce territoire initiée il y a bientôt 2 ans. Près de 10,8 millions de personnes ont bénéficié de ces dispositifs. La détention provisoire prolongée pour Evan Gershkovich, décision rendue ce vendredi par un tribunal de Moscou qui a prononcé l'incarcération jusqu'à fin mars de ce journaliste américain du Wall Street Journal accusé d'espionnage. L'audience s'est déroulée à huis clos en présence du consul général des États-Unis en raison de la classification des faits par les autorités russes qui n'ont pas apporté publiquement de preuves de leurs affirmations. Evan Gershkovich a été arrêté en mars dernier à Ekaterinbourg.
Les services de renseignement russes lui reprochent d'avoir recueilli des informations sur les activités d'une entreprise du complexe militaro-industriel qui constituerait un secret d'État selon eux. À l'approche de l'élection présidentielle russe, dont le premier tour est prévu du 15 au 17 mars prochain, un candidat opposant Vladimir Poutine suscite l'intérêt. Ouvertement opposé à la guerre en Ukraine, il est devenu pour une partie des Russes le seul moyen d'exprimer leur opposition. Я за любого, если сейчас, знаете, извиняюсь, за черта лысого готов голосовать, но чтобы что-то сменилось. Хотя я понимаю, что это бесполезно, но... Потому что вот я мать, у меня 3 детей, и война это ужасно, ужасно. Очень нужно прекратить это просто как можно скорее. Сообщил, что собрали уже 100 тысяч, и сбор активно продолжается. Первый вопрос в связи с этим, насколько Кремль рассматривает Надеждина как серьезного соперника Путину на предстоящих президентских выборах? Видит ли угрозу? Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника. Ce candidat s'appelle Boris Nadezhdin. Il est âgé de 60 ans. Dans une Russie verrouillée, sa parole détonne. Ex-député de la Douma, il se présente comme le candidat de la paix et fustige la politique de Vladimir Poutine. Les autres opposants ont été écartés comme Ekaterina Dounsova, qui a perdu son appel contre les autorités qui refusaient de l'inscrire comme candidate. Un autre opposant bien connu, Alexei Navalny, purge une peine de 19 ans pour extrémisme. D'autres militants politiques ont été emprisonnés, à l'instar de Ilya Yashin ou encore Vladimir Kara-Murza, l'un des opposants les plus virulents à Vladimir Poutine et son régime. À Berlin, ce policier recueille des indices avant d'effacer des inscriptions à caractère antisémite. Depuis le 7 octobre et le déclenchement de la guerre en Israël et à Gaza, ce type de scène est de plus en plus fréquent en Allemagne. Ces 4 derniers mois, le nombre d'actes antisémites a augmenté de 320% par rapport à la même période un an plus tôt. Le gouvernement sonne l'alarme. Aktuell liegt die Zahl der antisemitischen Straftaten, die allein seit dem 7. Oktober erfasst wurden, bei genau 2249, Stand 22. Januar. Ein erheblicher Teil davon ist nicht etwa kurz nach dem 7. Oktober begangen worden, sondern Wochen und Monate später. Das beschämend hohe Niveau judenfeindlicher Taten hat sich normalisiert, so sehr, dass es aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Phénomène similaire en France, où le ministère de l'Intérieur fait état de près de 1700 signalements d'actes antisémites depuis octobre, autant qu'au cours des 3 dernières années cumulées. Une vague d'antisémitisme en 2023 qui s'est manifestée dans près de 6 cas sur 10 par des violences physiques, propos ou gestes menaçants. Avec son livre « J'ai gagné contre Hitler », la survivante Irénée Chachar veut envoyer un message à propos de l'Holocauste pour ne plus voir de génocide. Née en Pologne en 1937 sous le nom de Ruth Lewkowicz, elle a vécu comme une enfant cachée dans le ghetto de Varsovie établi par les nazis. Elle vit désormais en Israël et juge que l'attaque du 7 octobre par le Hamas est une tragédie et qu'elle rêve de voir un Proche-Orient pacifié. We are defending ourselves. We were surprised. We were killed by surprise. The land is ours. We wanted to flourish. We wanted to enjoy freedom, equality, understanding, life as such. Is a two-state solution one that you defend? Look, there are political issues in that question, but I would say this to you. If I have a neighbor, like in Europe, United Europe, I have a neighbor next to me, and I can live with that neighbor in peace. It can be 2 and 3 and 5 and 7 and 10. It can be united. Exactly the same example of Europe. United Europe, right? Why don't we have United Middle East? Le Parlement européen a invité à Bruxelles cette professeure d'université dans le cadre de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, le 27 janvier.
En Alabama, aux États-Unis, Kenneth Eugene Smith, un condamné à mort de 58 ans, a été exécuté dans la nuit de jeudi par inhalation d'azote. C'est la première fois qu'un tel gaz est utilisé, qui plus est sans sédation préalable. Ce procédé a été condamné par le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, qui le compare à un acte de torture. Kenneth Eugene Smith avait été définitivement condamné à mort en 1996 après le meurtre d'une femme 8 ans plus tôt. Son complice avait déjà été exécuté il y a 14 ans. Un artiste ayant pris part à des performances durant lesquelles il était nu vient de déposer une plainte pour agression sexuelle contre le musée d'art moderne de New York. Selon John Bonafed, la direction du musée n'aurait rien fait après qu'il a été victime de multiples agressions sexuelles durant une exposition en 2010. Cette rétrospective de Marina Abramović mettait en scène deux artistes nus, face à face, silencieux et immobiles, permettant aux visiteurs de circuler à côté d'eux. Selon le plaignant, l'institution new-yorkaise n'aurait pas réagi de manière appropriée aux agressions répétées qu'il a subies, principalement de la part d'hommes, mais également d'un membre du musée qui a par la suite été renvoyé. Contre toute attente, Yannick Sinner a battu Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie ce vendredi. Le joueur italien de 22 ans a créé la surprise en battant le Serbe de 36 ans, numéro 1 mondial et 10 fois champion du titre. Yannick Sinner, actuellement numéro 4 mondial, décroche ainsi sa place en finale de l'Open pour ce qui sera sa première finale de Grand Chelem. Une victoire remportée en 4-7 sur plus de 3 heures, 6-1, 6-2, 6-7 et 6-3.